Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 10 septembre 2025 et notre ami Alastair Crooke est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Alastair. Merci beaucoup, Nima. C'est toujours un plaisir d'être ici. Veuillez vous abonner à la newsletter Substack d'Alastair Crooke. L'adresse est sous son nom, conflictforum.substack.com. Vous y trouverez beaucoup de contenu et il écrit sur ce qui se passe au Moyen-Orient, en Ukraine, ainsi que sur les questions géopolitiques en général. Avant de commencer, merci de vous abonner et d'appuyer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher plus de monde. Alastair, ce qui se passe au Moyen-Orient est à mon avis d'une importance capitale en ce moment, parce qu'Israël a attaqué le Qatar. Le Qatar n'est pas le Liban ou la Syrie. C'est l'un des alliés les plus importants des États-Unis au Moyen-Orient. Et la politique qu'ils mènent au Qatar ressemble en quelque sorte à celle qu'ils poursuivent en Iran et au Yémen. En Syrie, ils ont essayé de tuer on ne peut pas l'appeler le président de la Syrie, mais l'homme qui dirige la Syrie actuellement. Comment voyez-vous le comportement du gouvernement israélien? Il semble que l'attaque ait été un échec total. Et voici ce qu'a déclaré l'ambassadeur israélien aux États-Unis sur Fox News. Les terroristes sont prévenus. Ils vont être éliminés. Monsieur l'ambassadeur, je comprends cela, ainsi que l'histoire. De toute évidence, Israël est constamment attaqué. Dans ce cas, des responsables qataris et la direction du Hamas affirment que vous n'avez pas atteint les cibles que vous visiez. Ils condamnent évidemment cette attaque comme une attaque à l'intérieur d'un pays allié des États-Unis. Ici, à la Maison-Blanche, les États-Unis expriment leur inquiétude, estimant que cela n'a pas fait avancer les objectifs des États-Unis ou d'Israël. Et vous avez les États du Golfe, y compris l'Arabie saoudite, qui publient des déclarations très fermes de condamnation. Alors, avez-vous atteint les cibles que vous recherchiez? Si nous ne les avons pas eues cette fois, nous les aurons la prochaine fois. Israël, sous la direction du Premier ministre Netanyahou, est en train de transformer le visage du Moyen-Orient. Nous avons affaibli le Hezbollah, nous avons affaibli le Hamas, les Houthis et l'Iran, la tête du serpent qui dirige ces groupes par procuration dans le but de détruire Israël. Lorsque nous vaincrons ces proxys de l'Iran, lorsque nous vaincrons l'extrémisme islamique, cela profitera en réalité à nos voisins de la région qui sont modérés et souhaitent vivre en paix avec nous. Donc, en ce moment, nous faisons peut-être l'objet de quelques critiques. Ils s'en remettront. Et Israël est en train de changer pour le mieux. La région est en train de changer pour le mieux. À mesure que nous éliminons ces ennemis de la paix et de la civilisation occidentale, les empêchant ainsi de commettre des actes de terrorisme. Il y a des rumeurs selon lesquelles les services de renseignement turcs auraient d'une manière ou d'une autre informé les dirigeants du Hamas avant l'attaque, car ils surveillaient ce qui se passait en Israël, les mouvements en Israël. Qu'en pensez-vous? Allez-y. Eh bien sûr, je ne le sais pas. Je veux dire, je ne sais pas quelles informations les services de renseignement ont transmises ou non au Hamas ou au Qatar. Mais je dirais que c'est tout à fait possible parce que, évidemment, tout avion en vol, surtout lorsqu'il y a des avions ravitailleurs britanniques et aussi américains pour le ravitaillement en vol, et que des F-15 israéliens se trouvent dans la même zone que Doha, je suis certain que cela aurait été détecté et aurait déclenché des signaux d'alerte quelque part dans la région. Et il est tout à fait possible que cela ait été transmis. Je ne sais pas. Mais ce que vous avez dit au début, c'est vraiment le cœur du sujet. Et c'est le plus important. Je veux dire, cela marque un changement énorme. Parce que, comme vous l'avez justement dit, le Qatar s'est toujours présenté comme une sorte de médiateur régional.
Si vous vous souvenez, même les talibans sont allés à Doha pour des négociations. Mais Doha a également soutenu activement les forces opposées à la Syrie, en les formant, en les préparant et en leur apportant, si l'on peut dire, un soutien. Et le Qatar a aussi été très impliqué au Liban contre le Hezbollah. Tout cela s'inscrivait dans une logique visant en quelque sorte à écarter l'Iran de la région. Et dans ce but, le Qatar a aussi été, d'une manière ou d'une autre, un facilitateur à Mossoul. Donc, si vous voulez, il a joué un jeu avec tout le monde. Et jusqu'à présent, il a réussi à s'imposer comme une sorte d'enfant prodige de la médiation. Et bien sûr, la plupart de ces médiations, y compris le transfert du Hamas à Doha, ont été faites sur suggestion américaine. C'était une proposition américaine. Je le sais parce que je l'ai entendu d'Assad lui-même, qui a dit que lorsque Powell est venu lui demander de couper les liens avec le Hamas et avec l'Iran, Assad s'est vu dire « Vous devez le faire, sinon nous vous renverrons à l'âge de pierre ». C'était à l'époque où Powell était secrétaire d'État avant la guerre en Irak. Et il a demandé « Eh bien, qu'adviendra-t-il alors du Hamas ?» Vous voulez que je les envoie à la mort? C'est ça, aux Israéliens pour qu'ils les tuent? Et Powell a dit, non, ne t'inquiète pas, tout est réglé, ils vont à Doha, c'est arrangé. Donc il est clair que ça faisait partie de l'accord, si l'on veut, depuis cette époque. Ils ont donc joué à ce jeu en tirant d'énormes profits, tant en termes de leur position en Amérique et en Europe, qu'en profitant plus directement grâce à des liens directs avec certains membres de la famille de Trump et ses soutiens. Donc oui, et puis soudainement, tout cela prend fin. Et c'est la fin d'une époque. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous savez, ils pensaient, peut-être pas sans raison, qu'ils étaient intouchables. Ils jouaient ce rôle de médiation pour les États-Unis et pour l'Europe, et ils œuvraient dans ce but, puis soudain, boum, nos bombes, nombreuses, explosent à Doha dans le but de tuer l'équipe de négociation du Hamas, qui s'y trouvait précisément pour discuter de la dernière proposition, censément transmise par Witkoff via le Qatar et d'autres intermédiaires, proposant une nouvelle formule pour mettre fin au conflit à Gaza. Au lieu de cela, ils n'ont pas été tués. D'après ce que je comprends, plusieurs personnes ont été tuées, mais il ne s'agissait pas de membres de l'équipe de négociation, ou du moins, pas de la majorité de celle-ci. Nous n'avons pas de détails précis pour le moment. Cela a donc évidemment eu un impact énorme, car jusqu'à présent, les États du Golfe et l'Arabie saoudite se sont tous appuyés sur le fait qu'ils accueillent des bases américaines et agissent au nom des États-Unis. Ils achètent des armes, ils donnent de l'argent aux États-Unis, ils les soutiennent de toutes les manières comme une sorte de bon protégé des États-Unis. Et puis soudainement, Israël arrive et gâche tout ce jeu. Quelles en sont les implications à long terme? Ce n'est pas clair, mais c'est là une conclusion importante. La seconde que vous avez évoquée, qui est aussi importante, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limites, il n'y a pas de contraintes. Désormais, Israël va où il veut, il ignore les frontières, il ignore les limites, il va simplement où il veut, il utilise la force où il veut, il décapite là où il le peut, et rien ne l'arrête, et certainement rien venant de Washington ne l'arrête dans ce processus. Donc oui, c'est une nouvelle ère. Nous avons une guerre illimitée au Moyen-Orient qui est désormais établie. Ils iront partout, attaqueront partout, afin de servir les intérêts israéliens. Et cela se fait au détriment d'un État du Golfe qui, en quelque sorte, s'est fait une réputation à gagner sa vie dans une certaine mesure, de cette manière. Et beaucoup d'entre eux vont devoir se réajuster. Vous savez, cela convenait aux États du Golfe. Ils étaient assez satisfaits de simplement dire « Eh bien, vous savez, nous coopérons avec les États-Unis pour contenir l'Iran et tous les proxys de l'Iran. » Mais maintenant,
Il semble qu'ils ne sont pas invulnérables. Maintenant, il semble que les choses pourraient s'étendre. Et évidemment, ils sont très et seront très ébranlés par cela. Obviously, they are very and will be very shaken by it. How is it going to affect geopolitics? Comment cela va-t-il affecter la géopolitique? Il est trop tôt pour le dire. Je ne pense pas qu'il y ait la moindre perspective que ces États du Golfe opèrent un grand changement ou modifient leur position. Mais je pense que cela va influencer la manière dont ils considèrent et abordent ce qui s'annonce, à savoir le conflit probable avec l'Iran et la façon dont ils vont y faire face, ainsi que leur volonté d'être aussi coopératifs envers les États-Unis qu'ils l'ont été par le passé, en autorisant l'utilisation de leur espace aérien et de leurs bases aériennes, alors que la récompense pourrait être une série de bombardements visant quelque chose. Je ne parle pas des dirigeants saoudiens ou qataris, mais il est indéniable que cela pourrait déstabiliser ces États, en particulier au sein de leur propre population. Je pense que c'est là que ça va effrayer les gens, les rendre inquiets, parce que cela enlève, si vous voulez, le masque sur la façon dont tout cela a été fait. Parce que c'est ainsi que l'on a obtenu le soutien et la protection des Américains, et maintenant, ce masque a été retiré. Alors, quelles seront les répercussions internes dans des pays comme l'Arabie Saoudite? Comment les gens vont-ils réagir à cela? Je parle du niveau de la rue, pas du niveau supérieur, mais vraiment de la rue. Je pense qu'il y a déjà des tensions et du mécontentement face à ce qui se passe à Gaza et avec les Palestiniens. Et cela ne sera qu'un autre épisode de plus, à mon avis. Donc je pense que c'est tout ce qu'on peut dire à ce stade en ce qui concerne la direction que tout cela prendra. Je pense qu'on peut soutenir qu'Israël est dans une sorte de conflit direct avec la Turquie en Syrie, parce qu'ils attaquent, ils frappent des cibles en Syrie qui sont d'une manière ou d'une autre liées à ou coopèrent avec du matériel turc. Et je ne sais pas, les personnes qui coopèrent d'une façon ou d'une autre avec le gouvernement turc en Syrie. Comment voyez-vous l'escalade en Syrie et quelles sont les conséquences de ce qui est arrivé au gouvernement libanais? Parce que n'importe qui au Liban pourrait se demander quelle est la garantie de sécurité que les États-Unis nous offrent. Eh bien, je ne ferai pas confiance aux garanties que vous pensez avoir. Pas du tout. Je dirais qu'elles sont très peu fiables et qu'il faut rester sur ses gardes. Mais en ce qui concerne ce dont vous parliez à propos de la Syrie, je dirais que ce que nous voyons, c'est qu'Erdogan présente très clairement la Syrie, les parties de la Syrie qui étaient ottomanes, comme faisant toujours partie du vilayet ottoman, de la lignée ottomane, c'est-à-dire de Mossoul à Alep. Tout cela est revendiqué par la Turquie comme ayant été injustement pris à la fin de la Seconde Guerre mondiale et que cela fait légitimement partie de leur territoire. Maintenant, la question est, jusqu'où devons-nous prendre cela au sérieux? Je pense qu'il faut comprendre qu'Erdogan est actuellement en mode campagne, car son mandat présidentiel prendra fin à l'issue de cette période, à moins qu'il ne parvienne à convaincre le Parlement qu'il existe une situation d'urgence, auquel cas, de manière exceptionnelle, il serait possible de prolonger son mandat. Mais il y a aussi un véritable changement en cours en Turquie, notamment dans les zones urbaines. On y voit des manifestations. Les jeunes ne sont plus, si l'on veut, les sunnites pieux que l'on trouve dans d'autres régions de Turquie, qui étaient sympathisants des frères musulmans et favorables à Erdogan. Les choses évoluent. Il y a donc de nombreuses arrestations alors qu'ils tentent de garder le contrôle. Et il y a beaucoup de mécontentement concernant ce qui s'est passé à Gaza et le sort des Palestiniens en Turquie au niveau populaire dans la rue.
Et ça ne fonctionne pas. Les anciennes formules d'Erdogan ne fonctionnent plus. Donc, dans une certaine mesure, la Syrie constitue une diversion importante face aux problèmes auxquels il est confronté dans son propre pays. C'est une diversion importante et une manière d'afficher le nationalisme turc d'une façon qui n'est pas aussi choquante, si l'on veut, pour certains jeunes habitants d'Istanbul et d'autres qui échappent à son emprise et qui s'éloignent, en réalité, de toute la formule islamique qu'il a mise en place, un islam de type frère musulman qu'il a adopté. Il se tourne vers une forme d'islam légèrement différente, plus en phase, si l'on veut, avec une sorte de sentiment régional de libération nationale, d'anticolonialisme, et ces éléments qui, à mon sens, ne s'accordent pas très bien avec la vision plus rigide de l'islam sunnite des frères musulmans. Donc, je pense qu'il veut faire un coup d'éclat. Plus il prend de territoire et se montre dur, prendre du territoire en Syrie va générer des gros titres positifs en quelque sorte. Vous savez, gérer la question kurde va évidemment entraîner des complications, notamment en Turquie. Mais tout cela est bénéfique pour Erdogan, qui peut ainsi montrer qu'il récupère des parties historiques de la Turquie. Israël, en revanche, est absolument déterminé à ne pas laisser la Turquie dominer en Syrie, ni militairement, ni en lui permettant d'établir avec les Druzes une autonomie dans une région et avec les Kurdes au nord-est, et de créer une sorte de corridor pour la Turquie allant d'Al-Tanf, traversant Souaïda jusqu'à la frontière iranienne, ce que bien sûr l'OTAN aimerait voir se réaliser. Et Israël est déterminé à le faire, mais la Turquie ne le veut pas non plus. Pourtant, Israël progresse de plus en plus et est presque en train d'encercler Damas. Le dirigeant à Damas peut à peine quitter le palais présidentiel. Son autorité ne s'étend guère au-delà. Oui, il y a des groupes qui prétendent être en accord avec lui, alignés avec lui, mais il n'a pas vraiment de contrôle sur ces gens-là. Ils agissent selon leurs propres intérêts, et souvent, leurs intérêts consistent à voler de l'argent et des biens, ainsi qu'à régler des comptes avec les alaouites, les chiites, les chrétiens, etc. Dans le cas du Liban, alors qu'ils essayent d'exercer beaucoup de pression sur le Hezbollah et qu'ils lancent une attaque contre le Qatar, je ne vois aucun signe positif envoyé au Liban. Je pense que oui. Oui, je pense qu'il y a un signe un peu plus positif. Oui, il y a une énorme pression de la part des Américains et surtout de l'Arabie saoudite. Encore une fois, pour revenir à ce que vous m'avez demandé au début, ils agissent au nom des Américains pour aider à faciliter le désarmement du Hezbollah. Bien sûr, les Saoudiens n'aiment pas le Hezbollah de toute façon, mais ils agissent donc avec les Américains. Il semble, et c'est très provisoire pour le moment, mais il semble que l'armée libanaise, et n'oubliez pas qu'une grande partie de l'armée libanaise, qui est une armée de conscrits, est nécessairement chiite. L'armée n'est pas une armée sunnite, elle est très mixte. Mais le chef de l'armée semble vouloir éviter un conflit avec le Hezbollah. Et le Hezbollah a été très clair sur le fait qu'il n'acceptera le désarmement à aucun prix. Et il ne veut pas voir le sang libanais couler au nom d'acteurs extérieurs. Donc je pense qu'en un sens, l'armée, je parle de l'armée libanaise, prend du recul par rapport à cela. Et en réalité, même le président montre des signes de ne pas être très enthousiaste à l'égard de ce processus, ne laissant que Nawaf Salim, le Premier ministre, qui reste un fervent partisan, quoi qu'il arrive, du désarmement du Hezbollah. Le Hezbollah, bien sûr, possède toujours ses principales armes, je veux dire, ses missiles lourds. On ne les leur a pas retirés. Et ils se sont réorganisés, restructurés et reconstruits en tant que force militaire pendant cette période, restant très discrets, disparaissant complètement des radars, n'utilisant ni téléphone, ni talkies-walkies, ni pagés, ni rien de ce genre,
Ils sont devenus totalement invisibles en ce qui concerne leur communication. Absolutely dark in terms of their communications. So the general assumption is that they're Donc, l'hypothèse générale est qu'ils se trouvent donc dans une position défensive, plutôt vulnérable. Mais j'y mettrai un point d'interrogation. Je ne pense pas qu'Hezbollah soit nécessairement dans cette position du tout. Je pense qu'ils se sont préparés, qu'ils se sont reconstruits, réarmés, et qui se préparent face à la possibilité d'un conflit qui resterait toujours envisageable si, par exemple, une nouvelle vague d'actions militaires était lancée contre l'Iran. Il serait alors tout à fait possible qu'ils soient impliqués. Je me souviens qu'il y a des années, on m'a dit que le calcul de base des États-Unis était que, avant d'attaquer l'Iran, il fallait attaquer le Liban et le Hezbollah, car ils devaient être détruits avant toute attaque contre l'Iran. Je pense donc que le Hezbollah observe cela et y réfléchit avec beaucoup d'attention. Mais pour l'instant, c'est très prudent. Et je ne dis pas du tout que c'est terminé. Je dis simplement qu'il y a certains signes montrant que même les Américains ne veulent pas voir une guerre civile au Liban. Et je pense qu'ils regardent le chaos en Syrie. Et je ne crois pas qu'ils considèrent que les soi-disant forces de Julani et de Nusra soient réellement capables d'intervenir, même avec le soutien de Tripoli, dans le nord du Liban, pour désarmer ou attaquer le Hezbollah. Vous savez, le Hezbollah est une force de combat redoutable. Et ce qui s'est vraiment passé à la suite de cela, c'est qu'il y a effectivement eu un coup dur lorsqu'ils ont perdu leur direction. Mais maintenant, ce sont des Hezbollahis d'environ 35 à 40 ans qui sont aux commandes. Et ils sont, enfin j'en ai rencontré beaucoup quand ils étaient plus jeunes, en 2006, lorsque j'étais dans le sud pendant la guerre de 2006. Ce sont des commandants militaires extrêmement impressionnants. Ils étaient très jeunes à l'époque, vous savez, 21 ans, quelque chose comme ça, mais très compétents, très bien formés et pleins d'énergie, une énergie très contrôlée, disciplinée, maîtrisée. Aujourd'hui, ils ont la quarantaine, ils sont plus mûrs et ils sont aux commandes. Je ne pense pas qu'il faille tomber dans... Je ne parle pas de vous, mais d'autres tombent dans l'hypothèse un peu paresseuse, selon laquelle le Hezbollah pense ses plaies et se sent vaincu. Je ne pense pas que ce soit exact. Et nous pourrions en avoir la preuve dans la période à venir. Nous pourrons this est gone. Nous avons vu le ministre iranien des Affaires étrangères au Caire signer un accord avec l'IAEA en présence de Grossi, le directeur de l'AA. Beaucoup de gens critiquent l'Iran à cause de cela. À votre avis, que pensent les Iraniens de cette situation? Je m'attendais à ce que vous posiez cette question et je n'ai pas de réponse très claire. L'image renvoyée est clairement assez désastreuse. Je veux dire, vous savez, voir le ministre des Affaires étrangères serrer la main de Grossi, le directeur général de l'IAEA, qu'ils ont accusé d'avoir effectivement fourni à Israël les informations nécessaires à l'attaque du 13 juin contre les scientifiques nucléaires, ainsi que d'autres informations recueillies par leur propre structure au sein de l'IAEA. Je pense que le contexte de tout cela, d'une certaine manière, c'est ce que vous avez vu se passer à Tianjin, avec l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, et la réunion qui s'y est tenue sous la présidence de Xi, monsieur. Poutine et Modi. Et l'un des principaux résultats de cette réunion a été une déclaration tripartite très ferme, signée par les 3 ministres des Affaires étrangères, affirmant que tout rétablissement automatique des sanctions contre l'Iran est vicié sur le plan procédural, illégal et ne peut pas être mis en œuvre. C'est un langage fort dans une déclaration officielle adressée au secrétaire général.
Il n'est pas certain que cela suffise à empêcher le rétablissement automatique des sanctions, car les E3, les trois Européens, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, qui sont toujours dans le JCPOA, lorsqu'ils ont lancé la procédure de rétablissement, l'ont fait, je crois, le 28 août. Ils disposent de 30 jours avant que cela ne prenne effet. Sauf changement, cela entrera automatiquement en vigueur après 30 jours. Pourquoi alors une telle précipitation à faire mieux? Why then the great rush to do it at that time? Because on the 1st of October, Russia becomes president. Parce qu'à partir du 1er octobre, la Russie prend la présidence du Conseil de sécurité. Et cela ne signifie pas qu'il y a un droit de veto, il n'y en a pas, il ne peut pas y en avoir. Mais cela veut dire que la Russie et la Chine peuvent peut-être agir sur le plan procédural, pas en termes de veto, mais sur le plan procédural, pour retarder ou même perturber ce processus. Mais ce n'est en aucun cas certain. Je pense qu'à l'heure actuelle, avec le snapback, nous n'avons pas encore vu quelle sera la réaction des E3 face aux négociations entre l'Iran et l'AIEA. Et nous n'avons pas encore vu exactement ce que cela implique. Bien sûr, vous savez, en Occident, on présente la chose comme si l'AIEA allait maintenant se rendre à Fordow, à Ispahan et partout ailleurs, fouiller sur place et examiner l'uranium enrichi, et que cela rétablira en quelque sorte les mécanismes d'inspection. Mais je pense que cela est peu probable, car le Parlement a déjà adopté une loi qui encadre cela de très près. En fait, je crois qu'il y a eu beaucoup de critiques au Parlement concernant la possibilité de poursuivre des relations avec l'AIEA. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que ce qui s'est passé avec l'accord pour entamer des discussions avec l'AIEA et ensuite pour signer une forme d'accord qui peut être très générale et n'apporter que peu de choses au-delà de ce que le Parlement avait prévu, a été fait afin de préserver, si l'on veut, le soutien continu de la Russie, de la Chine et des États membres de l'OCS contre une action au Conseil de sécurité. Je pense que la Russie et la Chine préféreraient que les premières initiatives viennent de l'Occident plutôt que de l'Iran. Si vous voulez, plutôt que l'Iran refuse de négocier avec l'AIEA et dise non, alors cela donnerait l'impression, ou serait présenté par l'Occident, que l'Iran est du mauvais côté sur cette question, et cela affaiblirait leurs efforts pour, si vous voulez, changer le processus. Mais je dois dire que c'est malheureux que cela survienne en même temps que nous avons assisté à cette attaque à Doha contre la direction du Hamas, de voir le ministre des Affaires étrangères, Arachi, en quelque sorte assis et signant avec les mêmes personnes que le Parlement a déclaré « Nous ne voulons pas qu'ils reviennent dans le pays ». Encore une fois, cela semble être une sorte de capitulation. Cependant, je pense qu'il faut replacer cela dans le contexte plus large de ce qu'est le processus géopolitique et du soutien dont l'Iran a besoin de la part des membres de l'OCS. Comme je le dis, au bout du compte, nous ne savons pas, mais je pense que cela ira de l'avant. D'ailleurs, j'ai écrit à ce sujet et vous pouvez le retrouver sur ce Substack que Nima a mentionné tout à l'heure. Lorsqu'il a été investi pour la première fois, Trump a rédigé ce mémorandum présidentiel, comment s'appelait-il déjà? Un mémorandum présidentiel national, ce qui implique qu'il est juridiquement contraignant pour toute l'administration, légalement obligatoire. Il comprenait toutes les choses habituelles. Pas d'armes nucléaires, pas de missiles, la fin de ce qu'il appelle les proxys de l'Iran dans la région. Mais il ordonne également au secrétaire d'État de veiller à ce que le snapback soit déclenché et que l'Iran subisse pleinement les conséquences de ce que l'on pourrait appeler son abus du JCPOA, son non-respect du JCPOA. Donc c'est là depuis le début. Et si vous lisez le mémorandum, c'est, si vous voulez, un plan de guerre. Je veux dire, il n'y a aucune concession. Et donc je pense que c'est l'une des difficultés auxquelles l'Iran est confronté, l'un des problèmes
car à la lumière de ce qui vient de se passer, à la lumière de ce que nous avons vu dans toute la région, pour ceux qui parlent de diplomatie et de négociations avec les États-Unis, cela semble être une chimère, car c'est très clair. Si vous lisez ce mémorandum, vous verrez. Je veux dire, les États-Unis ne cherchent pas une issue négociée, pas plus qu'Israël. Ils recherchent la capitulation, une capitulation totale, et la volonté de l'Iran de, si vous voulez, se dépouiller de tout système de défense ou de toute capacité d'autodéfense, ou bien de faire face à une action militaire. Je ne pense donc pas que les signes de dialogue avec l'AIEA doivent nécessairement être interprétés comme une volonté de l'Iran de faire des concessions à l'Occident d'une quelconque manière. Je pense plutôt qu'il s'agit d'une mise en œuvre tactique, non indispensable. Cependant, il me semble que la direction iranienne comprend très clairement qu'il est probable que les sanctions snapback seront appliquées et qu'il est donc tout à fait possible que l'Iran quitte le TNP. Par conséquent, nous serons en crise d'ici peu. L'une des choses étranges et assez paradoxales, c'est que jusqu'au 13 juin, le discours israélien affirmait toujours « c'est l'opportunité, c'est la fenêtre ». L'Iran n'a jamais été aussi faible. Tous ses proxys ont été désarmés, endommagés ou décapités. Voici la fenêtre. Nous pouvons entrer et attaquer l'Iran, et nous devons profiter de cette fenêtre. Et que se passe-t-il maintenant? Eh bien, l'Iran, il y a eu un rapport de l'INSS, qui est une sorte d'ONG de sécurité en Israël, disant, eh bien, le 13 juin n'a pas du tout affaibli l'Iran, contrairement à ce qui était attendu. Et ensuite, le rapport se lamente beaucoup, disant, en réalité, il n'y a eu aucun signe de mécontentement envers le gouvernement. C'est le document israélien qui le dit. Il n'y avait aucun signe de, et il déplore, disant, malheureusement, il n'y a eu aucun signe de trouble contre le gouvernement à la suite du 13 juin et de l'action subséquente contre Israël. Cela ne s'est pas produit. Et ensuite, ils en arrivent à la conclusion logique ou illogique, selon le point de vue, en disant « Néanmoins, il doit y avoir un changement de régime en Iran. » Point final. Voilà comment le non-séquitur s'enchaîne. Non, cela n'a pas fonctionné. Y a-t-il une raison de penser que cela devrait fonctionner la prochaine fois? Non. Néanmoins, nous continuons à le faire. Ce qu'ils disent maintenant, paradoxalement, c'est qu'en réalité, l'Iran devient plus fort et Israël plus faible. Donc la fenêtre d'opportunité est plus petite et plus courte. C'est donc exactement l'inverse de ce que nous avions il y a quelques mois, lorsque la fenêtre était courte parce que l'Iran était plus faible et Israël plus fort. Maintenant, la situation a changé et ils disent en fait qu'Israël est plus faible et l'Iran plus fort. Il vaut donc mieux agir rapidement. Voilà où en sont les choses concernant cette discussion avec l'AIEA. C'est un exercice complexe, mais je pense que l'essentiel est que cela soit compris en Iran. Et je crois qu'au final, l'Iran se prépare activement et à toute vitesse à la perspective qu'ils ne souhaitent pas, mais qu'ils accepteront, si elle se présente, d'une guerre. Alastair, avant d'aborder le conflit en Ukraine, quand tu regardes le Moyen-Orient aujourd'hui et la manière dont les États-Unis, tu as mentionné la politique de capitulation, la capitulation totale qu'ils recherchent au Moyen-Orient en ce qui concerne l'Iran et d'autres acteurs de la région. Mais avec cette politique de pari et de chaos qu'ils poursuivent, penses-tu que leur objectif final soit d'obtenir une forme d'influence au Moyen-Orient? Parce que je ne vois pas comment ça pourrait arriver. Lorsqu'on poursuit une politique de capitulation et qu'on observe ses concurrents comme la Chine et la Russie, eux n'adoptent pas ce genre de politique. Ils veulent la coopération. Ils souhaitent de meilleures relations. Ils veulent un Moyen-Orient sûr et stable. Comment peux-tu imaginer qu'ils pourraient obtenir une quelconque influence ou qu'ils pourraient l'emporter au Moyen-Orient?
Well, we're not talking about leverage. We're just in talking Eh bien, about il ne s'agit pas de levier ici. has changed. I mean, this Nous is parlons simplement du fait qu'Israël a changé. imposed C'est le grand bouleversement en cours. Cela s'impose par des assassinats, des frappes de décapitation, des tirs de missiles, des assassinats. C'est ça l'imposition. Les accords d'Abraham qui étaient, comme vous l'avez dit, à l'origine destinés à instaurer une région plus pacifique par des moyens volontaires, des États comme le Maroc et d'autres ont accepté de normaliser avec Israël. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La normalisation arrive à la suite d'une frappe de missile. Donc toute personne qui s'oppose à Israël risque actuellement un assassinat ou une action militaire. danger of assassination at the moment or military action. I mean, actually, you played that. En fait, vous avez diffusé cet extrait au début de cette discussion et l'ambassadeur disait « Eh bien, nous irons les chercher où qu'ils soient. Peu importe. Au-delà de toutes les frontières, nous irons. » Nous sommes donc dans une ère totalement nouvelle. Une guerre sans limite, sans cadre légal, sans ancien schéma ou réflexe géopolitique. C'est simplement la force brute qui s'impose. Est-ce viable? Est-ce que cela peut fonctionner? Eh bien, il y a deux choses à dire à ce sujet, je pense. Je ne prétends pas avoir une conclusion simple, mais la première, c'est qu'Israël Ben Gourion avait compris qu'Israël était un petit État avec environ 1 million d'habitants et qu'il ne pourrait jamais avoir une grande armée de conscrits. But that it would never be able to have a big conscript army. And therefore he introduced the idea of reserve. C'est pourquoi il a introduit l'idée des réserves. Il y aurait une petite armée professionnelle, mais elle serait principalement composée de réservistes. Et les guerres devraient être courtes. Il a dit cela explicitement. Il faut que ce soit des guerres courtes, disons 3 semaines environ, afin que les réservistes puissent rentrer chez eux et reprendre le fil de leur vie personnelle et professionnelle, et des choses comme ça. C'était donc le premier modèle pour Israël. Il était entendu qu'Israël ne pouvait pas faire face à une guerre plus large en raison des contraintes imposées au système de réserve et aux structures. Et donc à cet égard, vous savez, Israël dépasse maintenant, je pense, ses limites, ses frontières. Je veux dire, vous savez, c'était partout au Moyen-Orient. Je veux dire, il y a eu environ 5 pays attaqués la semaine dernière ou quelque chose comme ça, vous savez, du Yémen à travers tout le Moyen-Orient. Donc c'est un élément. Mais l'autre chose, c'est qu'il y a eu un article très puissant publié récemment dans l'édition du week-end de Haaretz par quelqu'un qui est remonté à 1948. L'auteur avait initialement travaillé sur la période de 1948 et sur la façon dont ces valeurs d'Israël avaient été implantées en 1948. Et il était censé s'agir de la pureté des armes, du soutien à tout Israélien tué. Nous récupérons le corps, quoi qu'il arrive, nous y retournons et nous nous battons pour eux. Et puis elle compare cela et dit bien sûr que c'est pas ce qui s'est passé en 48. Des gens ont été tués, des enfants ont été abattus, des femmes ont été violées, et il n'y a jamais eu de justice. Elle n'est jamais venue. Un rapport a été rédigé, mais jamais publié. Et elle disait, vous savez, même lorsqu'il était évident que des crimes avaient été commis contre les Palestiniens, des crimes flagrants, cela n'a jamais été abordé. Et ce qu'elle voulait vraiment dire, c'est regardez-nous aujourd'hui. C'est pareil. Où sont nos valeurs? Qu'est-ce qu'Israël aujourd'hui? Juste une machine à tuer? Est-ce la Haganah? Vous savez, sommes-nous simplement la Haganah, une sorte de mouvement terroriste dans le futur? Est-ce ainsi que nous pouvons survivre? Et je pense que ces pressions sont réelles et qu'elles augmentent. Et voici sa conclusion. Elle a dit que la guerre qui a permis la création de l'État, mais aussi les conditions et ce qui s'est passé pendant cette guerre, pourrait en réalité provoquer la fin d'Israël lui-même. C'est un texte vraiment profond qui pousse à la réflexion pour les Israéliens
Car bien sûr, nous avons cela, je veux dire, les scènes horribles à Gaza, où des soldats semblent tuer des enfants pour se divertir, larguer des bombes sur des tentes, brûler des gens vifs. Vous savez, la pureté des armes, l'armée morale, la vocation morale d'Israël, tout cela a disparu. The moral purpose of Israel, gone. En ce qui concerne Alastair, le cas de l'Ukraine, nous avons assisté hier à une nouvelle escalade, des drones russes sur le territoire polonais. Et il semblait en quelque sorte exagérer ce qui s'était passé. Nous n'avons entendu parler d'aucun bombardement réel. Mais il semble que l'Europe et les pays européens essayent d'une certaine manière d'amplifier la situation. Il n'y avait aucun contexte, aucune discussion entre le président russe et le président polonais, ni entre les personnes en dessous d'eux, vous savez, les ministres des Affaires étrangères, rien de ce genre. Eh bien, je ne peux pas garantir cela et dire, vous savez que c'est vrai. Mais je vais vous dire tout d'abord que les Russes affirment n'avoir envoyé aucun drone en Pologne. Les Russes disent, et je ne dis pas que c'est une position officielle à proprement parler, mais ils disent qu'il s'agissait de drones Geran, les drones Geranium qui sont entrés en Pologne. Et ils pensent qu'en réalité ces drones étaient conçus pour ressembler à des drones russes. Qu'en fait, ils ont été assemblés à partir de pièces de drones iraniens tombés en Ukraine et qu'ils ont été, vous savez, délibérément montés avec autant de débris de drones iraniens que possible, associés à de nouveaux éléments pour créer des drones qui, lorsqu'ils s'écraseraient et seraient examinés par des experts, donneraient l'impression qu'il y a clairement des pièces russes à l'intérieur et que par conséquent, il s'agit d'un missile russe. Ils pensent qu'il existe un courant de pensée, ce que je ne peux pas affirmer avoir été entièrement vérifié, mais selon lequel il s'agirait d'une opération de false flag très flagrante, survenant justement au moment où les Russes menaient une opération contre Lviv, juste de l'autre côté de la frontière polonaise, afin de lui donner plus de crédibilité et d'impact. Voilà la version russe. Bien sûr, les Ukrainiens auront une version différente, et les Polonais aussi. Mais je pense que, vous savez, on regarde cela et on se pose la question, à qui profite le crime? Alors pourquoi la Russie voudrait-elle lancer des drones? Je veux dire, ils n'ont apparemment rien fait. Alors pourquoi voudrait-il faire cela si ce n'est pour attirer l'attention? Et bien sûr, il y a des russophobes en Pologne, et le Premier ministre a suggéré de convoquer une réunion de l'article 4 de l'OTAN pour discuter de ces événements. Mais c'est ce que je comprends. Ces engins ont été habilement fabriqués à partir de véritables débris de drones Geran abattus, assemblés avec d'autres pièces conçues pour ressembler à un drone russe, puis tirés sur la Pologne précisément pour déclencher ce type de réaction de l'OTAN que le Premier ministre polonais Tusk semble préconiser. Nous verrons bien. Mais bien sûr, comme toujours avec ce genre de choses, le danger des opérations sous fausse bannière, c'est que parfois, elles fonctionnent, parfois non. Pensez-vous que la Russie et le gouvernement russe et l'administration Poutine croient pouvoir obtenir quelque chose par des négociations avec les États-Unis? Ou bien, alors qu'ils essayent de négocier, ou font semblant, ou tentent d'obtenir tout ce qu'ils peuvent des négociations, l'objectif principal est-il en réalité de l'emporter sur le champ de bataille? Eh bien, je ne peux pas répondre à la place de Poutine concernant ce qu'il a pensé de la réunion à Anchorage, car ce n'est pas une information publique. Mais ce que je pense, c'est que le sentiment parmi les Russes, plus largement au sein de la direction, ce n'est certainement pas une position officielle, mais le sentiment était qu'à la fin de la réunion, il semblait que Trump
avaient écouté et compris l'argument de Poutine, selon lequel ils allaient poursuivre l'opération militaire spéciale afin de forcer une solution par des moyens militaires, d'imposer une solution à Zelensky et aux Européens. Et ils pensaient avoir eu une sorte d'indication que Trump repousserait les sanctions et d'autres mesures pendant un certain temps, en tout cas. Mais ce qu'ils constatent, et ce que je constate aussi, et je ne pense pas que ce soit très controversé, c'est qu'ils ne voient aucun signe de préparation en vue d'un règlement de paix durable. Aucun travail de fond, aucun travail de préparation. Vous savez, il y a certaines choses, et Poutine l'a dit très clairement. Je veux dire, dans la situation actuelle, comment pourrait-on parvenir à un règlement final alors que l'Ukraine est toujours sous la loi martiale? Il faudrait organiser un référendum à ce sujet. Les référendums ne peuvent pas avoir lieu sous la loi martiale. Et si la loi martiale est levée, alors il faut organiser une élection pour un nouveau président. Tout cela fait partie du processus ukrainien. Mais on ne voit aucun effort sérieux de la part des États-Unis pour commencer à mettre en place les éléments d'une solution politique. Nous entendons toujours la même chose, cesser le feu, puis garantie de sécurité, et ensuite l'OTAN serait déployée, ce que bien sûr la Russie n'acceptera sous aucune forme. Et il est assez évident pourquoi. Je veux dire, tout ce conflit est né de l'arrivée de l'OTAN en Ukraine, de l'otanisation de l'Ukraine après 2014. Donc ils ne vont pas dire « Oui, vous pouvez laisser l'OTAN revenir après tout ce sang russe versé pour en arriver là ». Je ne pense donc pas que ce soit un point de départ. Mais malgré tout, on voit qu'à la fin, Trump ne parle pas à Poutine, mais se tourne vers les Européens et organise une réunion avec la coalition des volontaires, et il leur dit « Écoutez, vous devez vraiment sanctionner la Russie. Non, il faut sanctionner toute la Russie. » Des sanctions secondaires contre l'Inde, des sanctions secondaires contre la Chine, des sanctions à 100% pour arrêter tout cela. C'est à vous de sanctionner, pas à l'Amérique. Voilà le message qu'il fait passer. Et bien sûr, je pense que les Européens devaient être à Washington hier ou aujourd'hui. Je n'ai pas suivi l'actualité à ce sujet. Ils vont avoir des réunions en tête-à-tête avec Trump, pas dans le même format qu'auparavant, pour insister sur la nécessité que l'Amérique sanctionne la Russie. Eh bien, je pense qu'en réalité, lors des réunions de l'OCS, la Russie a en grande partie réussi à conclure des accords et des ententes avec ses collègues de l'OCS qui réduisent ses vulnérabilités restantes face aux sanctions. Donc je ne pense pas qu'ils soient particulièrement inquiets des sanctions, mais ils ne savent toujours pas, vous savez, ce que Trump veut vraiment. Vous savez, quelles seront ses prochaines étapes? Un moment, c'est dans un sens, puis l'instant d'après, c'est dans l'autre. Nous ne savons pas ce qu'il va dire ensuite. Que va-t-il faire? Et je pense que la conclusion générale doit être, enfin, pour quiconque suit cela de près, que les États-Unis veulent maintenir un état de domination perpétuelle et d'escalade. Si ce n'est la domination, alors au moins une échelle d'escalade. Je veux dire, la Russie détient la domination, mais ils veulent garder une sorte d'échelle d'escalade appuyée contre l'Ukraine, comme quelque chose sur lequel ils peuvent remonter quand ils le souhaitent, ou à l'avenir, ils voudront peut-être gravir à nouveau cette échelle d'escalade. Et ils hésitent à retirer complètement l'échelle parce qu'ils perdraient alors la possibilité de décider plus tard de vouloir remonter cette échelle de l'escalade. Je veux dire, ne serait-ce que pour des raisons financières, pour l'argent, vous savez, que le conflit en Ukraine a rapporté au complexe militaro-industriel, mais aussi à de nombreux politiciens. Ça a été une aubaine, tout comme l'Afghanistan l'a été. Donc vraiment, s'il n'y a aucun signe de progrès, aucun progrès tangible,
Quel est l'intérêt d'une rencontre entre Poutine et Zelensky? Je veux dire, ils peuvent s'asseoir ensemble, mais qu'est-ce qu'ils vont se dire? I mean, they can sit together, but what are they going to say? I mean, nothing has been prepared on that. Je veux dire, vous savez, rien n'a été préparé à ce sujet. Il faudrait vraiment que ce sont des questions juridiques, pas seulement, vous savez, des revendications, mais vous savez, il faudrait vraiment, pour accepter des changements territoriaux et des choses de ce genre, un référendum du peuple ukrainien. Et vous savez, ça signifie la fin de la loi martiale et ça signifie la fin de Zelensky au pouvoir. Rien ne bouge, rien ne se passe. Alors que veut Trump? Je pense qu'en ce moment, il veut l'escalade. Où tout cela nous mène-t-il? Vous savez, quand on regarde son soutien à la guerre d'Israël contre Gaza, et ses commentaires l'autre jour ont clairement montré qu'il n'arrêterait pas l'annexion de la Cisjordanie. Ils n'ont rien à dire. C'est aux Israéliens de décider. Je veux dire, où tout cela nous conduit-il? Je pense que vous savez l'idée initiale de Trump d'utiliser la bellicosité, les menaces de tarifs douaniers, de sanctions et d'actions militaires, comme moyen de maintenir la domination américaine, enfin la domination de Trump à travers le monde, en Europe et ailleurs, et au Venezuela. Tout cela ne semble pas très bien fonctionner. Donc la grande question est de savoir ce qui va se passer ensuite. Va-t-il, je veux dire jusqu'à présent, et là encore, ce qui s'est passé à Doha est crucial. Allons-nous assister à une évolution vers une plus grande, si vous voulez, une plus grande insistance sur l'action militaire présentée comme de la paix, vous savez, la guerre déguisée en paix, et est-ce suffisant pour, vous savez, rassurer sa base MAGA? Eh bien, c'est une question qui reste sans réponse. Je pense que l'Europe se trouve dans une situation très critique avec la question des droits de douane que les États-Unis veulent imposer à la Russie. Car après tout, avec Nord Stream et la question du pétrole russe, ils essayent d'imposer des droits de douane et des sanctions, ils en reçoivent, ils sont l'un des importateurs les plus importants de pétrole russe. Avec la Chine, l'Inde, la Turquie, l'Union européenne et le Brésil. Et une grande partie du pétrole qu'ils reçoivent provient non seulement directement de Russie, mais aussi d'Inde et de Turquie. Alors, quelle est la solution de leur côté? D'une certaine manière, eh bien, c'est pire. C'est encore pire que ce que vous venez de décrire. Parce qu'à la fin de cette conférence, la conférence de l'OCS, un contrat a été signé pour le projet Sibérie 2 avec la Chine, qui pourrait être achevé d'ici 2030, dans moins de 10 ans. Mais l'essentiel ici, c'est de dire que ce gaz venait d'Alaska, et la Chine est juste là, et le gaz se trouve là-haut en Alaska. Bien sûr, il était toujours destiné à l'Europe. Ce champ gazier a été développé et conçu pour Nord Stream et pour l'Europe. Mais maintenant que le contrat a été signé, il ne reviendra jamais en Europe. Les Européens, tout le modèle économique de l'Allemagne, étaient très dépendants du gaz bon marché, acheminé par pipeline depuis la Russie et le champ d'Alaska. Mais maintenant, il est engagé, il va en Chine. Donc, non seulement les points que vous avez évoqués à propos des Européens, ils payent au moins 7 fois ce qu'ils payaient auparavant. Leur modèle économique nécessitait de l'énergie bon marché. Bientôt, ils n'auront plus rien et rien en perspective. Et vous savez, ils vont probablement s'y plier parce qu'ils sont tellement mous au sein de l'Union européenne. Ils diront n'importe quoi, vous savez, parce que si nous faisons ce qu'il veut en sanctionnant la Russie, peut-être sera-t-il plus ferme dans son soutien à l'Ukraine. Je veux dire, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Ils pensent, vous savez, à l'accord commercial avec l'Amérique et tout ça. Oh oui. Von der Leyen dit, eh bien oui, nous aurions pu être plus fermes dans les négociations. Mais en réalité, ce que nous espérions, c'était que, vous savez, s'ils voyaient que nous étions sérieux à cet égard et que l'Europe soutenait vraiment, alors ils seraient plus fermes, si vous voulez.
dans son soutien à l'Ukraine, c'est-à-dire en fournissant des armes, de l'argent et des renseignements à l'Ukraine. Providing weapons, money, and intelligence to Ukraine. Well, there's no sign that that's happened yet. There's no sign that Eh bien, rien n'indique que cela se soit déjà produit. Rien n'indique que cela soit en train de se produire. Ce qu'il dit à la place, c'est non. Vous, l'Europe, vous devez payer pour les armes. Vous devez les acheter aux États-Unis, puis vous pourrez les envoyer en Ukraine. Vous devez augmenter vos contributions à l'OTAN à 5%, donc une taxe de 5% sur l'Europe qui sera entièrement dépensée pour acheter des armes américaines. Et il dit, maintenant vous pouvez commencer à sanctionner la Russie. Vers qui l'Europe va-t-elle se tourner? Elle a déjà aliéné la Chine. Elle a complètement aliéné la Russie. Et malgré toutes leurs tentatives, vous savez, Trump méprise l'Europe et les Européens. Il n'a pas une très haute opinion de nous. Donc vous savez, l'Europe traverse une véritable crise existentielle. Avant de conclure, Alastair, il y a un autre cas en cours au Népal, une sorte de révolution de couleur, qui est liée à la fois à la Chine et à l'Inde. Comment voyez-vous la situation, étant donné que cela se passe aux portes de la Chine et de l'Inde, et que nous avons observé la même attitude au Pakistan et au Bangladesh avec les révolutions de couleur et le cas d'Imran Khan au Pakistan? Comment voyez-vous la manière dont la Russie et l'Inde, qui ont essayé de mettre leurs différends de côté lors du sommet de l'OCS en tentant de se rapprocher, vont gérer cela? L'Inde a le sentiment que les États-Unis sont prêts à la sacrifier à cause de la guerre en Ukraine. C'est pourquoi elle se rapproche de la Chine. Et comment cet incident, cette révolution de couleur au Népal, pourrait-il influencer la relation entre les deux? Eh bien, je ne connais pas les détails concernant les personnalités au Népal, ni la crise actuelle. Mais ce que vous dites est juste. Vous savez, toute cette politique de l'Occident vis-à-vis de la Russie et de la Chine s'appelle étendre la Russie. C'est-à-dire créer des points chauds tout autour de la périphérie de la Russie afin de détourner de l'argent, des ressources et de l'attention de la question principale, la question ukrainienne, ou quelle qu'elle soit. Et je pense qu'il est très probable que ce soit un autre exemple, tout comme nous avons vu cela se produire dans le Caucase, où ils essayent d'étendre la Russie à travers le Caucase et l'Azerbaïdjan, et d'étendre l'Iran de la même manière. Donc je pense qu'attiser la frontière entre la Russie et la Chine est une tentative évidente de créer une division qui venait tout juste d'être surmontée de manière satisfaisante lors d'une réunion de l'OCS à Xi'an. Merci beaucoup, Alastair, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Avant de conclure, à notre public, rendez-vous sur conflictforum.substack.com et abonnez-vous. Vous y trouverez de nombreux contenus sur les questions géopolitiques. Un grand plaisir, Alastair, comme toujours. Merci beaucoup. Merci.